Depuis l'âge de 10 ans, Bernard Bonamour est amoureux du cinéma. Il va nous raconter comment il va réussir à faire ses films. J'ai rencontré un copain, j'avais un copain là, de classe qui avait une caméra en Super 8. Et lui, il n'était pas cinéphile, mais il me parlait toujours de technique. Il dit ouais, avec la caméra, on peut faire ça, image par image, il y avait des trucages. Il aimait bien la technique comme ça. Et puis, je sais pas, il me saoulait un peu. Moi, j'étais vraiment dans l'histoire du cinéma. Je commençais, c'est tout début. Et puis à un moment donné, quand j'ai tellement aimé Sergio Leone que j'ai eu envie de faire un western moi-même, donc je lui ai demandé de me prêter la caméra. Donc il m'a prêté sa caméra Super 8 et j'ai cherché un endroit où je pourrais faire un duel, quoi, comme dans les films de Sergio Leone. Donc alors j'avais pris ce copain-là, et puis un autre copain aussi, et puis j'ai fait une sorte de triel, enfin un truc. Et donc j'avais trouvé une voie ferrée un peu abandonnée, qui n'était d'ailleurs pas abandonnée, on aurait pu se faire emporter par... Vous voyez, le train passait pas souvent, et je me suis amusé à faire mes cadrages, machin, avec un pied, et puis très 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 sérieusement, j'avais 15 ans. Voilà. Et puis j'ai commencé à faire du Super 8 comme ça. Voilà. Donc c'était vraiment Sergio Leone au départ voilà, qui m'a donné envie de faire des films. Il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone, qui est le film que j'ai le plus vu au monde, quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai vu plus de 20 fois au cinéma, hein. Je veux dire 25 fois, je sais pas. Et donc c'est un film que j'ai toujours vu en salle, quoi. Enfin, presque jamais à la télé, hein, parce que c'est faux, c'est un grand écran. Donc il est toujours dans l'Ouest, oui, je l'assume complètement. C'était pour moi un événement, ça m'a totalement bouleversé, hein. Pas forcément sur le moment. Sur le moment, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à un film un peu plus d'aventure. J'avais 13 ans et je me dis, mais il se passe rien dedans. Et après, le lendemain, mais ça m'a complètement bouleversé. Et je l'ai vu énormément de fois. Voilà. Et il y avait la cinéphilie qui est arrivée aussi, hein. Donc il y a eu une passion qui est arrivée. Alors, je ne sais plus si c'était... Ouais, c'est vers ces eaux-là, ouais, autour de 12 ans, petit à petit. Voilà. Et après, et après j'avais envie d'être cinéaste. Voilà. Ça, c'était incroyable, hein. Et je me souviens d'une prof de français en seconde qui, devant tout le monde, disait ouais, monsieur Bonamour, vous, vous délirez, vous voulez être réalisateur. Enfin, c'était une femme très, très, très méchante. Et bien, oui, j'ai eu beaucoup d'épreuves, hein, aussi, dans le sens, beaucoup de gens qui m'ont pas donné confiance en moi. Mais je me suis débrouillé quand même tout seul pour persister. Donc, j'achetais des bobines en Super 8 avec le peu d'argent que j'avais, c'était sacré galère. À 16 ans, je suis rentré dans un cinéma en tant que bénévole, un cinéma d'arrêt d'essai à Lyon. Et voilà, j'ai fait des shows, j'ai vu plein de films. Et c'est comme ça aussi j'ai fait des festivals. J'avais fait un festival Sergio Leone, un festival Cocteau, un festival Brian de Palma aussi. Et Jean Marais était venu à Lyon au théâtre des Célestins jouer son spectacle qui s'appelait Cocteau Marais. Il arrive sur scène, il dit moi Jean Cocteau, et pendant 2 heures il raconte toute l'histoire de Cocteau. Et j'ai eu la chance après de rencontrer Jean Marais personnellement, et passer plus d'une heure avec lui en tête à tête. Et un des films qui m'a le plus marqué, c'était L'Éternel Retour de Jean Delannoy, d'après un scénario et découpage technique de Jean Cocteau. Et ça m'a complètement subjugué, quoi. L'histoire de Tresson Iseux, adaptée par Jean Cocteau pour Jean Marais. C'est son premier grand rôle. Le film est sorti en 1943. Ma mère l'avait vu, je crois même à la sortie. Elle a dit ah oui. À la fin, il y a le retour d'Iseux, enfin de Nathalie dans le film qui va retrouver Tristan en train de mourir. Donc c'est une sorte d'amour. Voilà, c'est l'amour absolu. Hein. C'est quelque chose de. Ouais, il y a l'opéra de Wagner aussi qui est merveilleux. Enfin, voilà, je suis très romantique. Hein, donc j'aime les histoires d'amour. Voilà. Et en 1943, c'était un phénomène comme le Titanic dans le monde, le film de Cameron. C'est-à-dire que tout le monde allait voir L'Éternel Retour. Jean Marais était d'une beauté immense. Il n'a jamais été aussi beau que dans ce film. Et puis évidemment, l'histoire de Tristan Iseult a porté Marais au plus haut niveau. Et d'ailleurs, il en parle, Jean Marais, il était prêt à faire ce film gratuitement, etc., pour pouvoir... et c'est un film que j'ai revu toute ma vie et que j'aime toujours autant. Ouais. Pour les histoires dans l'Ouest, bon, il n'y a pas de transcendance, hein, il n'y a pas de Dieu.
Mais il y a l'idée que, en fait, c'est un peu comme des fois un peu Albert Camus, hein, c'est-à-dire les hommes sont étonnés de vivre dans un. Ils sont là, ils sont sur la terre, et ils se disent qu'est-ce que je fais là et chez Léon, c'est ça, c'est l'individualiste aussi. Hein, c'est pas comme John Ford. Hein. John Ford, c'est la communauté, c'est le groupe, on construit un corps social plus ou moins harmonieux, avec beaucoup d'optimisme. Chez Léon, c'est le pessimisme. Et donc, les gens sont seuls, et ils sont là, ils se demandent un peu ce qu'ils font, et puis ils s'occupent. Ils s'occupent. Alors, il y a une quête de butin, comme dans le bon Labo tout truand. Ils courent après un trésor. Il faut bien faire quelque chose, ou il faut survivre. Et donc, ils sont, leur activité, elle est là. On a l'impression qu'elle est là un peu pour occuper le temps, quoi, le temps de vivre. Et en même temps, il y a une grande mélancolie, tragédie intérieure, en disant, ben oui, tout ça pourquoi, quoi. Et les choses c'est un peu vain, quoi. La vie est un peu vaine. Mais C'est ce que tu dis. c'est pas ce que je pense, mais il y a quand même ça chez Sergio Leone. C'est donc un symptôme aussi de notre époque. Et en même temps, il y a une grande qualité d'âme, parce que quand on voit, c'est très beau, dans le film de Leone, il y a très peu de dialogue, et c'est dans les regards, et on perçoit l'âme des personnages, avec tout le poids du passé, leur profondeur. Même Claudia Cardinal est extraordinaire. Hein. Et voilà. Et donc pour ce qui est de l'Éternel Retour, chez Cocteau, alors chez Cocteau, là c'est autre chose. Chez Cocteau, là on est dans. Lui, c'était quelqu'un qui avait des connaissances ésotériques, occultes. On peut le percevoir, hein, ça et là, il était pour lui effectivement. La vie sur la Terre n'était qu'une étape. Et chez Cocteau, il y a l'idée qu'on a un petit peu peut-être chez Léon, de personnages qui vont se reconnaître comme étant du même. Faut pas le prendre comme une élite, hein, attention, mais il y a des personnages comme ça qui vont se reconnaître comme faisant partie d'un certain cru que le tout venant n'est pas. Enfin, ça peut paraître. Et donc, dans le personnage de Tristan, Patrice, hein, Patrice et Nathalie, c'est Tristan et Iseux, voilà, ils se reconnaissent comme étant d'une autre qualité d'âme. C'est ce que Cocteau disait, voilà, les poètes. Et font de la poésie, oui, à travers des matériaux différents, hein, que ce soit la peinture, le cinéma, l'écriture, tout ce qu'on veut, même le théâtre, et pour reconnaître leurs semblables. Bon. Donc chez Cocteau, il y a l'idée, en fait, il est un peu gnostique, hein, et l'idée qu'il y aurait une humanité différente d'une autre, ce que je ne partage pas, mais il y a quand même ça. Les gens se reconnaissent. Et chez Léon, il y a ça aussi, c'est assez beau, c'est par des regards, des personnes se reconnaissent comme étant une humanité qui a une autre préoccupation que la personne qui va vivre un peu comme ça, endormie. Donc il y a quelque chose chez Léon où on est décalé par rapport à la réalité, et puis c'est un monde qui touche beaucoup la mort aussi. Hein. Chez Sergio Leone, la mort est très importante. Voilà, il le disait lui-même, c'est un ballet de mort. Les personnages savent qu'ils vont mourir à la fin du film, donc ils prennent leur temps. Donc c'est quand même, il y a quelque chose. Ouais, ça touche. Bon, l'éternel retour, c'est l'amour et la mort aussi, parce que Tristan et Iseux meurent ensemble, ne pouvant pas vivre leur amour. Et là aussi, dans l'Ouest, il y a quelque chose d'une sorte de tragédie où on va vers la mort comme ça. Tout un monde nostalgique aussi, hein, d'un monde, parce que ça raconte l'histoire aussi de la fin de l'Ouest, hein, donc des personnages qui sont un peu décalés par rapport au train qui arrive et qui va apporter une certaine civilisation matérialiste, et donc c'est la fin d'un monde, donc il y a une grande mélancolie, nostalgie qui est dedans, avec cette musique de l'harmonica. Bon, il y a sur de la vengeance aussi, mais donc c'est vraiment des personnages qui sont un peu hors normes comme ça, et qui sont décalés par rapport à la société qui est en train de se faire. Voilà.
La musique d'Il était une fois dans l'Ouest, je m'amuse à dire c'est la plus belle musique du monde. Mais bon, c'est pas vrai, c'est pas la plus belle musique du monde, mais c'est une musique qui me touche tellement. Que ce soit le thème principal de Claudia Cardinal, enfin et puis bon, évidemment l'harmonica aussi, mais c'est extraordinaire, c'est une musique, c'est la plus belle musique en tout cas d'Ennio Morricone, pour moi. Après le bac, j'avais beaucoup aimé en terminale la philosophie parce que j'avais un super prof. Donc je me suis dit, j'ai envie de continuer la philo, mais je voudrais faire du cinéma. Donc je me suis inscrit à l'université d'Aix-en-Provence, parce que là, il y avait fac de cinéma et puis philo. Et les deux ont été catastrophiques, ça m'a pas du tout plu. Alors je suis allé m'inscrire au concours des Beaux-Arts à Lyon. Comme ça, une semaine avant, j'avais pas l'idée de le faire. Et j'arrive... je fais une épreuve écrite, voilà, je connais rien, quoi, enfin bref, mais je m'en sors pas trop mal, et puis il fallait un dossier, et moi j'ai pris mon projecteur Super 8, et j'ai passé, alors j'ai pas passé les films de Léon, hein, c'est dommage, mais j'ai passé un film très plastique que j'avais fait, on voyait la mer, et ça donnait abstrait, enfin c'était assez beau, et donc il y a un prof qui a été très touché par ce film, et je suis rentré aux Beaux-Arts comme ça. Donc j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts. J'ai fait du cinéma expérimental. Je me suis intéressé au cinéma expérimental aussi. Je trouvais ça sympa de pouvoir faire des choses sans raconter une histoire et tout, assez plastique, et de la photographie. Et à la suite de ça, j'ai eu mon diplôme de Beaux-Arts et tout. Et après, je voulais faire du cinéma en tant qu'auteur. En tant qu'auteur. Parce que j'adorais Jean Eustache aussi. La maman et la putain est un des films que j'ai le plus aimé au monde. Quand je l'ai vu, j'avais... je sais pas, je crois que j'avais 17 ans, j'en sais plus. Je l'ai vu donc au cinéma où j'étais bénévole. Là, il y avait, donc je vais là-bas, 3h40. Je m'installe dans la salle, je me dis de toute façon je vais partir avant parce que j'ai plus de bus pour rentrer à Dardilly, quoi. Il y avait mon dernier bus était foutu après, donc je ne veux pas regarder jusqu'au bout. Mais j'y vais quand même pour voir. Mais ça m'a tellement bouleversé, je restais jusqu'au bout, je suis rentré en stop. Et rentrer en stop, c'est quand même étonnant parce que il y a un mec qui me prend. Moi j'étais totalement dans un autre monde. Enfin, c'était un truc de fou qui m'est arrivé. Et le type, je ne le connaissais pas, et il me dit, écoutez, excusez-moi, je ne suis pas très loquace parce qu'en fait je reviens d'un tournage et je suis fatigué, quoi. Je dis, ah bon? Et puis je dis, bah moi je viens de voir La maman et la putain. Et il me dit, ah oui. Et je lui dis, mais c'est un des plus grands films du monde, quoi. Il me fait, oui. Et il me laisse là. Donc je sais pas des conneries, je raconte. Mais vraiment, un mec m'a pris en stop, il connaissait La maman et la putain, c'est un type qui venait de faire un tournage de je sais pas quoi. Ça, c'est des trucs dans ma vie, ça m'est arrivé aussi, c'est quand même assez étonnant, parce que qui connaît La maman et la putain à l'époque, enfin, puis même maintenant, un mec qui prend en stop, et puis il y avait une synchronicité. Et ça, c'est Cocteau aussi, c'est les synchronicités. Chez Cocteau, il raconte des histoires assez incroyables comme ça. Ouais, il y a des mystères comme ça qui font que, bon, La maman et la putain, pourquoi ça m'a plu ben là aussi, il y a aussi, par rapport aussi à la mort, hein. Jean Eustache, on sent la mort tout le temps présente, hein, aussi, si c'est suicidé, hein, aussi, et cette espèce de film fleuve comme ça, très bavard. Il disait aussi une extrême nécessité de faire un film, c'est vital, c'est plus que... Et là, on le sent, il y a quelque chose d'absolu. C'est comme si il fallait pour lui faire du cinéma, c'est vivre, quoi. Si j'ai pas le droit de faire du cinéma, je n'ai pas le droit de vivre. Enfin, il y a toute cette chose. Plus tard, j'ai fait un film sur Jean Eustache. J'ai fait un film qui s'appelle L'Entretien. Voilà, j'ai fait en vidéo un manifeste du cinéma, cette interview. J'adorais Jean Eustache. Et donc, je voulais faire un peu des films comme Jean Eustache. Parce que c'est du très grand cinéma. Donc j'étais amoureux d'une femme après, et puis je voulais raconter mon histoire, un peu à la Eustache. Donc j'ai écrit un scénario avec 2 autres personnes, une femme et puis un copain. Et puis ça donnait La Quête de l'amour, ça s'appelait La Quête de l'amour, et c'était un film où devait jouer Jean-Pierre Léaud. Je voulais qu'il intervienne dedans à un moment donné, voilà. Et c'était
Voilà. Oui, parce qu'il y avait l'idée de faire une suite de La Maman et la putain aussi. Mais qu'est-ce qui se passe après? Voilà, à la fin du film, il y a ça, avec Véronica et tout, et qu'est-ce qui se passe après, quoi? Enfin, il y avait ces idées-là qui me traversaient, donc j'ai écrit ce scénario qui racontait ma vie amoureuse. Je voulais avoir des acteurs, et puis, bon, évidemment, j'avais pas d'argent, c'était avec de la pellicule en 16 mm. Je me dis, oh, je vais quand même, on va tourner, je vais jouer dedans. Et donc, j'ai monté ce que j'ai pu tourner, parce que j'ai plus d'argent après. Et ça a donné un petit court-métrage de 26 minutes qu'on peut voir. Et voilà, et donc j'étais très déprimé après, c'était un fiasco artistique, financier, tout ce qu'on veut. Alors je sais pas, j'avais à peu près 30 ans. Et donc la copine là, avec qui j'avais fait le scénario dans la première mouture, elle a fait une école d'agrobiologie en 97 à Beaujeu, où il y avait donc c'était une école d'agrobiologie où il y avait un contenu spirituel sur le vivant avec des anthroposophes, mais pas que, avec une école un peu ésotérique. Et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et je suis allé voir comme ça une journée pour voir ce qui se passait, quoi. Il y avait des cours d'homéopathie, des cours de biodynamie, tout ça. Bon. Et là, je me dis, je veux absolument faire cette école, quoi. Et donc ça, c'est en 98. Je fais cette école. En 98, j'avais 32 ans. Je renonce au cinéma, je veux plus faire de films, je veux être dans la vie, dans le vivant, voilà. Donc il y avait aussi toute cette mutation là. Et puis donc je fais cette école et là je rencontre des anthroposophes comme Xavier Florin qui a apporté de la biodynamie en France. Il n'était pas le seul, mais enfin avec Monziès et des gens extraordinaires aussi. Voilà, et donc la directrice, quand elle a vu que j'avais fait des films avant, elle m'a dit, bah écoutez, je veux faire un film sur le compost, donc je vous passe commande si vous voulez. Donc j'avais jamais fait de documentaire de ma vie, j'avais pas vraiment l'idée d'en faire. Et donc je fais ce film et ça m'a énormément plu du coup de filmer des gens, d'interviewer des gens. Mais je me suis dit, bah oui, là je suis pas un artiste, je ne suis pas un artiste. Donc par contre j'aime faire des choses voilà, avec les médiums. Donc le documentaire, ça me plaisait beaucoup parce que j'étais dans une position intermédiaire, hein, entre un peu comme toi, le public et puis des gens qui ont des choses à dire et on est là et on est un peu mercuriel, quoi. On fait passer les choses de l'un à l'autre. Et cette position-là d'humilité me plaisait énormément. Et en même temps, je fais quand même du cinéma. Et j'étais très heureux d'avoir fait ce film, qui est pas très réussi, hein, mais voilà, j'ai mis le pied à l'étrier, je me suis dit, ah c'est bien. Et donc après cette école, hein, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais envie de faire un film sur l'eau et la mémoire de l'eau, l'eau interface du monde suprasensible et du monde sensible, un film sur le règne animal, avec Jean-Claude Poinsette, qui était un prof de l'école de Beaujeu, hein, d'agrobiologie. Je me suis retrouvé à nouveau à faire des scénarios, à chercher de l'argent pour des subventions. Pareil, barrage, rien, pas un centime. Donc galère, me retrouver sans un sou, à travailler même à l'usine. À 37 ans, je me suis mis à travailler à la chaîne, comme Chaplin dans Les temps modernes. Enfin, voilà, et puis et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je sais pas me vendre, je sais pas. Il faut que j'arrive à me débrouiller tout seul. Voilà. Et bon, donc j'ai fait d'autres choses, et à un moment donné, donc, le Laurent Luto, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, me propose d'être monteur d'un de ses films, qui était produit par Arte Allemagne, qui s'appelle Lettres du train fantôme, un long métrage, donc, qui est passé sur Arte. Et il me demande d'être son monteur. Alors je passe plusieurs mois à travailler sur ce film. Voilà, et c'était une expérience extraordinaire. J'ai beaucoup appris grâce à lui. Et c'est autour de 2001, à peu près, au moment où je faisais ce film, que je me suis mis à lire Rudolf Steiner, qui est le père de la biodynamie, qu'on avait appris un peu à Beaujeu. Et là, je commence à élargir un peu l'œuvre de Steiner, et à un moment donné, j'ai vu qu'il avait donné énormément de conférences qui sont dans des livres sur le Christ. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a à dire sur le Christ?
Parce que, bon, moi j'étais catholique d'origine, j'étais plus tellement chrétien. Et donc c'est là que je me suis dit, tiens, je vais commencer à voir ce qu'il raconte sur l'être du Christ. Et je prends un tout petit livre avec peu de conférences pour pas que ce soit trop long. Et là, ça me bouleverse. Je me rends compte que ce qu'il raconte sur le Christ, c'est totalement extraordinaire. Ça me touche profondément. Et là, il y a une sorte un peu de révélation qui fait que je me dis, mais ça, il faut le dire au monde, il faut que je fasse un film sur le Christ. C'est un documentaire. Voilà, je voulais faire sur l'eau, je voulais faire sur le règne animal, ça marchait pas. Et là, je me dis, non, je vais faire un film sur le Christ. Et c'était pour moi une évidence que ça allait être un film très long, qui allait durer 10 heures. En fait, au bout du compte, il en a fait 20. Et que j'allais mettre 10 ans. C'était vraiment... Et je savais pas comment j'allais faire. J'avais pas de caméra à l'époque. Je me suis dit, bon, et je demanderais pas d'argent, je vais me débrouiller tout seul. Et je me suis débrouillé pour acheter une caméra, etc. J'avais un banc de montage, parce que comme j'avais commencé à monter le film de Laurent Luto, donc j'ai pu... parce que le montage, c'est quand même important en vidéo, là, c'était... Et donc, et j'achète une caméra, et je commence à faire des interviews, et je travaille 10 ans, et je fais ce film sur le Christ. Et je lis les évangiles, enfin, je travaille 10 ans là-dessus. Je n'ai pas fait que ça, mais enfin, ça m'a pris 10 ans. Donc voilà, ça, c'était un événement important dans ma vie. Matériellement, comment tu vis du point de vue financier pendant à l'époque, c'était la galère. Hein. Je travaillais à l'usine. Je faisais des boulots, je ramassais les fruits. Donc à 37 ans, je ne pensais même pas un jour j'allais travailler dans une usine à saucissons, donc à la chaîne et tout ça. Enfin, c'était quand même particulier, quoi. Et j'ai cherché du boulot quand même comme monteur. J'avais quand même monté un long métrage pour Arte, d'un film quand même prestigieux. Et j'ai envoyé des CV partout, zéro, même pas une réponse, rien. Enfin, c'est dément, quoi. Il fallait que les portes se ferment pour m'orienter vers une certaine voie. Et ça, c'est sûr, parce que sinon, moi, j'aurais vécu, j'aurais fait des montages, du machin, j'aurais travaillé pour France 3, Rhône-Alpes, je sais rien. Moi, j'aurais été le premier content de vivre ça, quoi. Peut-être avoir aussi une famille, même parce que j'ai pas d'enfant, du coup. Voilà. Donc c'est vrai que c'était quand même... c'était dur, hein, quand même. Mais malgré tout, j'avais quand même... Bon, je dirais... Là, j'avais quand même le monde... conscience et confiance en monde spirituel. Je dis, vous tapez fort quand même, mais... Donc j'ai continué, et puis avec cette caméra, j'ai pu aller filmer des gens comme ça, hein, comme toi aussi, en sachant pas trop où j'allais, hein, parce que le film sur le Christ, au départ, je voulais faire un grand machin œcuménique, avec l'anthroposophie très importante, mais aussi d'autres courants. Et puis je me suis rendu compte petit à petit que j'ai resserré, parce que voilà, c'était un parti pris. Je me suis dit non, donc ça s'appelle maintenant regard sur le Christ. C'est un regard, le regard de Rudolf Steiner, la christologie de Rudolf Steiner, parce qu'elle n'est pas du tout connue, et elle n'est pas incompatible non plus avec les autres. J'ai pu faire ce film. Après, mes parents m'ont donné un peu quelques biens qui m'ont permis d'avoir un petit support financier, hein, qui m'a aidé. Et donc, en vendant, j'ai fait du montage aussi pour d'autres réalisateurs de documentaires, pas aussi prestigieux que Laurent Luto, hein, mais voilà, qui m'a apporté un peu de sous. Puis à un moment donné, regard sur le Christ, j'ai pu sortir. J'ai fait un film sur Maître Philippe de Lyon aussi, qui a pas mal marché. Donc j'ai fait des DVD qui se sont vendus et qui m'ont rapporté un peu de sous, enfin qui m'ont permis de continuer comme ça, voilà, en étant à peu près libre de faire les sujets que je voulais, quoi. Pour moi, j'ai vraiment eu l'impression, oui, de faire le film de ma vie, quoi. Je me suis dit, voilà, je suis venu sur la Terre, j'ai fait ça, un film de 20 heures, ça vaut ce que ça vaut. J'ai fait ce que j'ai pu, avec les peu de moyens que j'ai eu, enfin, je suis comblé, quoi. Si je peux mourir maintenant, ça va, je veux dire, j'ai pas raté ma vie. Enfin, il y avait vraiment cette idée-là, quoi. Ouais. Ça, c'est une chance, quand même. Ouais. Parce que ma vie n'a pas été très drôle, dans le sens, c'était quand même beaucoup de galères, beaucoup de... vouloir être un auteur de cinéma, ne pas y être arrivé, de changer de voix, Laurent Luto, là, mon ami, a créé un site, ça s'appelle Capucine maintenant,
Et bon, j'étais parmi les premiers à avoir mis mes films là dessus, donc en VOD, mais aussi en DVD. Et ça s'est super bien vendu quelque part. Enfin, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, on va pas dire ça, mais disons que ça fait une visibilité. Et il y avait des DVD qui partaient comme ça. Et Regard sur le Christ, là, c'était quand même une grande joie parce que, bon, on sort 3 volumes, hein, donc on sort le premier volume. Donc j'en ai, je sais pas, j'en vendais peut-être 400, ou j'en sais rien, un peu plus. Je sors le deuxième volume, et les gens qui ont acheté le premier volume, il y en a quand même pas mal qui ont acheté le deuxième. Bon, entre-temps, on en perd quand même. Hein, et puis après, troisième volume, alors là, en disant, ouais, c'est troisième volume, dernier volume, c'est la fin. Donc il y avait des gens qui avaient acheté le premier et le deuxième, qui achetaient le troisième, et qui achetaient à nouveau toute la série pour l'offrir. Alors là, là, je me suis dit, bon, ça parle à des gens quand même. Petit aparté quand même, il y a eu une personne qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelle Nicole Barr, qui est une psychothérapeute qui connaissait quand même bien Steiner, surtout la philosophie de la liberté, qu'elle connaissait quasiment par cœur. Elle l'a lu, je ne sais pas combien de fois, des dizaines de fois, elle connaissait presque chaque phrase. Enfin, elle l'a énormément étudié, et donc elle avait, voilà, et elle avait vu un des films que j'avais fait, un film sur un paysan boulanger que j'avais fait, et qu'elle connaissait ce paysan boulanger, et elle cherchait un réalisateur pour faire un film, pour faire des films sur ces sujets à elle. Et elle est venue me voir, et elle m'a dit, bah voilà, j'ai envie de travailler avec vous, et elle m'a financé, donc elle m'a passé commande de 2 films, un film sur l'éducation des enfants, sur les 3 premières années, et un second film sur les pathologies, voilà, les névroses et tout ça, selon son univers. Je tiens quand même à en parler, parce que c'est un cadeau quand même d'avoir une personne qui vient vous voir, et elle m'a laissé totalement libre, c'est étonnant. Je me suis mis complètement à sa disposition, c'est-à-dire son film, c'est son film quelque part, mais en même temps c'est complètement mon film, dans le sens où je filmais, je montais, je mettais la musique comme je voulais, mais à son service absolument. Donc il y avait vraiment, et elle était ravie de voir, et c'est des films que j'aime bien. Et après 2016, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et là, c'est là que j'ai mis un certain temps à savoir ce que je voulais faire, et puis l'idée est venue de faire un film sur le premier que t'es un homme, qu'on voit là. Voilà. Donc ce bâtiment que j'ai toujours beaucoup aimé, hein, voilà, extérieurement comme ça. Faire un film, pour moi, c'est très difficile. C'est toujours très douloureux parce que c'est une responsabilité. Voilà, on espère un certain niveau d'exigence. Le sujet, le film sur le Christ, par exemple, voilà, le sujet fait que je suis qui, moi, pour faire ça, déjà, voilà. Des souffrances parce qu'on est toujours frustré, on se dit mais j'aimerais bien aller plus vite, hein, parce que j'ai fait que les vitraux, mais quand même, et puis si je meurs maintenant, il n'y aura pas ça, et puis le film sera inachevé, ça sera... Enfin, moi j'ai toujours eu peur de la mort, en fait, tout le temps, Même mon premier western, quand j'avais 15 ans, je me suis dit, mais je vais mourir avant de le finir. C'est vrai que les choses se font, en fait, pas parce qu'on est à la hauteur, jamais. Hein. C'est parce qu'on est de bonne volonté, et puis que le monde spirituel nous aide à travers les rencontres, à travers les aides, hein, des gens, bien sûr, hein, ça se fait concrètement. Mais tout seul, on peut pas, on fait rien, quoi. Et puis, il y a des moments ça m'éclate aussi, vraiment.